Bon dimanche matin à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom est Ariane Lebel et je suis la vice-présidente de la Commission de la relève de la Coalition Avenir Québec. Cette année, c'est la deuxième édition de la Journée de la femme pour la Commission de la relève. Donc cette année, on avait aussi envie d'avoir des opinions de jeunes femmes impliquées avec la relève. Donc nous avons choisi deux invités très spéciales. Nous avons tout d'abord Chloé. Oui, bonjour les filles, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis secrétaire trésorière de la relève. Je suis aussi finissante au baccalauréat en droit à l'Université de Montréal, puis je travaille dans un bureau d'avocat. Merci Chloé d'être avec nous ce matin. Et nous avons aussi la chance d'avoir Catherine avec nous. Oui, bon matin les filles. Je suis tellement contente d'être ici avec vous ce matin. Donc, pour ma part, je suis responsable aux communications de la relève. Puis, je suis également étudiante en sciences politiques et russes à l'Université McGill et je suis également attachée politique pour la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée. Puisqu'on va parler de la Journée de la femme, la première question qui me vient en tête, c'est à quoi la Journée de la femme vous fait penser? Ça représente quoi pour vous? Bien, pour moi, je pense que la Journée de la femme, c'est vraiment un moment pour faire le bilan. Je pense que c'est vraiment important qu'à chaque année, on ait une journée pour voir ce qu'on a fait dans l'année qui précède, mais aussi le combat qui reste à faire. Donc, il y a toujours des améliorations, puis le combat féministe est jamais terminé. Je pense que c'est important, la Journée de la femme, pour non seulement montrer qu'on peut avoir de la représentation chez les femmes, mais également pour montrer que le chemin n'est pas terminé. Mais on sait justement que la place des jeunes femmes dans la sphère politique, c'est quelque chose de très important. J'aimerais vous entendre surtout sur les attentes envers les hommes et les femmes. Est-ce que c'est la même chose? Bien, moi, je pense que c'est fondamentalement pas la même chose. J'ai l'impression que les attentes, ils diffèrent vraiment, malgré le fait qu'on a défoncé plein de plafonds de verre à l'Assemblée nationale. On a eu une première ministre. En ce moment, on a une chef de parti puis une co-chef de parti à l'Assemblée nationale. On est à peu près à 44 de députation féminine. Puis pourtant, j'ai encore l'impression qu'il y a une espèce de double standard qui subsiste. Les hommes, on a une image à peu près du politicien typique, là, qui est à peu près quarantaine, cinquantaine, qui a une jeune famille ou une famille, puis qui connaît à peu près ses dossiers, les petites blagues de temps en temps, qui est charismatique quand même. Tandis que j'ai l'impression que pour les femmes, il faut vraiment qu'elles cochent toutes les cases, qu'elles aient toujours la réponse parfaite au moment parfait, qu'elles aient une attitude irréprochable. On va même jusqu'à regarder leur habillement, chose qu'on ne fait pas nécessairement avec les hommes. Donc, je pense vraiment là, que les attentes sont vraiment différentes, là. Puis, si je peux faire un peu du pouce sur ce que tu as dit, on parle souvent de l'âgisme, puis les premières personnes qui sont discriminées par leur âge, ce sont les femmes. Puis, je pense qu'il faut arrêter d'associer l'âge à la compétence, mais avant tout, il faut arrêter d'associer la compétence aux hommes. Si je peux me permettre, une femme qui a une attitude fonceuse va être vue comme une personne agressante, tandis qu'un homme qui a absolument la même attitude va être perçu comme quelqu'un qui a de l'entre-gens. Puis pour moi, ça, c'est aberrant, puis c'est complètement inacceptable. Puis c'est là qu'on peut voir qu'on est encore dans un boys club, hein? Mm-hmm. Effectivement, puis si je vais aussi avec... Je l'ai vécu en 2018, là, je te dirais, surtout avec l'âgisme, en tant que candidate, je l'ai vécu. Tu sais, les gens, j'allais cogner aux portes. À ce moment-là, j'avais 19 ans, là. Fait que j'allais cogner aux portes pour obtenir mes signatures, passer mes pamphlets. Et les gens me disaient tout le temps, « Mais vous avez quel âge, madame? » Je suis comme, « Ben, 19 ans. » Et ils me répondaient souvent, « Mais semble que c'est jeune pour être candidate. Va faire ton expérience avant. Va vivre ta vie, ta jeunesse, avant de penser à devenir députée. » Mais ça me vient en tête après ça, là, justement, l'âgisme, les plafonds de verre. La perception que les femmes ont de leur capacité, de soi-même, est-ce que ça a un impact, vous croyez,
dans leur place, justement, en politique. Oui, je pense qu'on peut totalement parler d'un syndrome de l'imposteur. Je pense que les femmes vont toujours davantage se remettre en question, remettre leur pertinence en question, remettre leur disponibilité, la charge de travail. Est-ce qu'elles doivent faire des sacrifices? Est-ce qu'elles sont prêtes à faire les sacrifices? Alors que j'ai l'impression que parfois un homme ne se poserait peut-être pas toutes ces questions-là. Je pense qu'on revient encore à l'image des boîtes. Les femmes veulent vraiment cocher toutes les cases. Puis aussi, tout ça m'amène à penser, c'est quoi l'importance justement d'avoir des jeunes femmes en politique? Bien, je pense que, premièrement, ça prend de la représentation pour inciter à l'implication. Hein. Il faut voir des femmes fonceuses, comme je l'ai mentionné tantôt, pour montrer qu'on est capable de le faire, pour montrer qu'on est capable de monter des projets, qu'on peut être député, qu'on peut être ministre, puis qu'on peut éventuellement être première ministre. Hein. C'est ça aussi l'essence du féminisme, c'est de montrer qu'on est capable. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Là, je pense que justement, ça prend des modèles aussi pour que les jeunes femmes soient inspirées à participer à la vie démocratique. Puis j'ai envie de dire aussi que c'est juste du gros bon sens que les jeunes femmes fassent partie de la discussion. On a besoin de leur voix. Puis je pense qu'en démocratie, on parle souvent de valeurs qui changent. C'est le choc des idées. Puis je pense que c'est normal aussi que les jeunes femmes, on n'ait pas nécessairement la même vision de certains enjeux par rapport à des femmes qui ont, par exemple, 30 ans d'expérience professionnelle derrière la cravate. Là. Donc, je pense que le fait qu'il manque de jeunes femmes à l'Assemblée nationale, on peut dire que c'est un déficit démocratique. Je pense qu'en ce moment, environ l'âge médian des députés à l'Assemblée nationale, c'est début de cinquantaine. Là. Donc, je pense que c'est ça, on peut parler d'un déficit démocratique. Là. 100%. Effectivement, là, parce qu'on est rendu au moment où les jeunes femmes peuvent s'impliquer puis doivent s'impliquer aussi là, parce qu'on veut savoir ce qu'ils veulent nous dire, on veut les entendre. Si je pense à Joëlle Boutin qui a accepté de faire la campagne en 2018, qui a perdu ses élections, mais qui a accepté d'y retourner pendant la partielle, puis elle a passé, puis c'est une députée super, puis ses interventions sont très pertinentes, puis elle amène quelque chose au caucus, je pense, qui nous permet justement de dire que les jeunes femmes à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'important. L'embûche premier des femmes en politique, on l'entend souvent, là, c'est la conciliation travail-famille. Vous en pensez quoi de cette embûche-là? Si je peux me permettre un peu d'apporter peut-être un bémol là-dessus, je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'on parle de problématiques féministes en politique, on parle de conciliation travail-famille. Je trouve que c'est super réducteur de nous limiter à cet aspect reproducteur-là, puis au fait qu'on est des mères de famille. On est tellement plus que ça au final. Là. Bien, je comprends, Catherine, mais je pense aussi qu'il faut être pragmatique. Je pense que c'est une réalité, là, les statistiques le démontrent. Les femmes quittent davantage leur emploi pour prendre soin des enfants lorsqu'il y a une famille qui est fondée. Fait que, je pense qu'il faut prendre acte de ça puis mettre en place des mesures pour justement aller contrer là, cette espèce de phénomène là, des femmes qui décrochent du marché du travail. Puis je pense que, comme je dis, c'est ça. Oui, je comprends que c'est dommage, puis il ne faut pas juste limiter les enjeux à ça, mais il faut vraiment prendre acte de ça puis mettre en place des mesures. Je pense, par exemple, à un congé de maternité à l'Assemblée nationale, ce que je trouve assez spécial que ce ne soit pas encore le cas. Puis ou sinon même une garderie à l'Assemblée nationale. Je pense que ça pourrait faire vraiment une grande différence là, pour les jeunes femmes qui veulent prendre part à la vie démocratique. Là. Bien, je te comprends, Chloé, mais encore une fois, si je peux apporter un autre bémol, puis tu parlais de statistiques, si moi aussi je peux apporter peut-être une statistique de Statistique Québec, on peut voir qu'il y a une baisse de fécondité considérable chez les moins de 30 ans. Donc, on peut voir justement que les femmes font des sacrifices, vont repousser le moment où elles veulent avoir une famille pour justement leur carrière. Puis moi, ce que je trouve déplorable, c'est que ce soit des sacrifices, que ce sont seulement les femmes qui doivent faire. Je trouve qu'on doit normaliser l'image du père de famille au même titre que l'image de la mère de famille. On a parlé de la conciliation travail-famille, mais est-ce que l'intimidation et la haine sur les réseaux sociaux que reçoivent les femmes peut être un facteur aussi qui font qu'ils ne vont pas s'impliquer en politique? Bien, définitivement. Moi, je pense que la haine sur les réseaux sociaux et l'intimidation, c'est vraiment c'est un phénomène tout nouveau. Je pense que les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'importance en politique récemment. Puis j'imagine, peut-être le gouvernement aussi, les médias sociaux ne savent pas trop comment réagir face à ça, mais je pense que c'est définitivement une problématique. Je pense qu'on peut dire que les femmes sont peut-être particulièrement ciblées là, par ce problème-là. Puis que ce soit de l'intimidation, même ça va jusqu'à des menaces de mort. Là, on le voit parfois dans les médias qu'il y a des politiciennes qui souffrent de ça. Donc, je pense que c'est vraiment un problème sur lequel il va falloir se pencher à court terme, là, parce qu'il y a quelque chose à faire là, certain. Là.
Absolument, je suis 100% d'accord avec toi. Puis même tantôt, tu as apporté le point de l'habillement à l'Assemblée nationale, que les femmes se faisaient beaucoup plus critiquer que les hommes. Puis je pense que dès qu'une femme a une allégeance politique ou une association politique, on va être rapide à la juger sur autre chose que ces allégeances-là. On va souvent la juger sur son physique ou sur sa coupe de cheveux, tandis que cette femme-là, elle a une opinion, cette femme-là, elle a des idées, elle a des projets au même titre qu'un homme, mais on va pas la juger sur les mêmes critères qu'un homme. Puis c'est ridicule rendu là. C'est vraiment aberrant. Je suis vraiment d'accord avec vous, là. La haine que les femmes reçoivent, ça a plus sa place rendue en 2021. Là, je crois qu'il faut passer à autre chose. Puis, justement, là, pour continuer à avoir plus de femmes qui s'impliquent, est-ce que l'utilisation de quotas, l'imposition de quotas va être quelque chose ça va être une solution, en fait? Bien, moi, je pense que oui. Je pense que les quotas à court terme peuvent faire partie de la solution. Je pense qu'on le voit, on a vraiment besoin d'un changement de climat politique. On a besoin de mesures qui vont être mises en place. Moi, je pense que les quotas, c'est vraiment la mesure parfaite là, pour y parvenir. En un court laps de temps, il y a plus de femmes qui vont faire partie de l'appareil politique au Québec. Puis je pense que définitivement, on va voir des changements. Tantôt, justement, je parlais des congés de maternité, des trucs comme ça. Je pense que c'est des enjeux qui touchent davantage les femmes et donc les femmes ont une plus grande sensibilité à ces enjeux-là. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait besoin des quotas pour donner une espèce d'électrochoc à l'Assemblée nationale, qui, comme on le sait, est souvent une institution qui change en dernier. Là. Les tendances sociales, là, ça rejoint moins l'Assemblée nationale. Là. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je suis pas d'accord avec l'aspect du court terme. Je trouve que les quotas, ça devrait même être une solution à moyen puis à long terme. Puis, si je peux m'expliquer là-dessus, c'est que la lutte féministe, l'égalité homme-femme, c'est une lutte qui va encore perdurer à long terme et même à moyen terme. Puis je trouve que de mettre une date de péremption sur l'utilisation des quotas, c'est néfaste justement pour régler des problématiques. On parlait d'intimidation, on parlait d'harcèlement. C'est pas des problématiques qui vont se régler à court terme. Oui, il y a des solutions qu'on peut mettre des politiques publiques pour inciter à l'égalité, mais il y a aussi des normes qu'il faut changer, puis ces normes-là vont se changer à long terme. Donc, je pense que, oui, Chloé, à court terme, c'est important pour donner un électrochoc, mais je pense que cet électrochoc-là doit aussi perdurer. Merci les filles pour les très belles discussions qu'on a eues ce matin. J'aurais une dernière question à vous poser avant qu'on se quitte. Si vous étiez un élu demain matin, là, qu'est-ce que vous feriez en premier? C'est une excellente question. Mais moi, récemment, j'ai quand même été inspirée par l'initiative de l'Écosse de rendre gratuits tous les produits d'hygiène féminin. Donc, je pense que j'irai avec quelque chose de punché là, comme ça. Là. OK, quand même. Moi qui viens d'une famille immigrante, je pense que j'irai un peu plus dans cet angle-là avec la reconnaissance des acquis pour favoriser l'intégration sur le milieu du travail pour les familles immigrantes. OK, super. Pour ma part, je pense qu'en étant dans le milieu de l'éducation, j'irais justement en augmentant les ressources en enseignement. Mais vous, à la maison, écrivez-nous dans les commentaires si vous étiez un ou une élue demain matin, qu'est-ce que vous feriez en premier? Donc, c'est ce qui va conclure la deuxième journée de la femme pour la Commission de la relève. Tout d'abord, j'aimerais remercier autant la régie que mes invités ici avec nous ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la maison. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux pour voir ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Notre site web pour voir nos différents textes qu'on écrit quand même assez fréquemment sur différentes opinions. Donc, on se dit à l'année prochaine.